L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index. Ce soir, à notre émission, nous allons revenir encore une fois sur les questions de mémoire, de repentance, de colonialisme, de néocolonialisme et surtout l'attitude que nous devons prendre par rapport à toutes ces questions-là. Récemment, le président français, Emmanuel Macron, s'est rendu en Algérie. Et à chaque fois qu'un président français visite l'Algérie, il y a la question de la mémoire qui refait surface. Bien évidemment, Macron, bien avant qu'il devienne même président, il avait fait un pas en avant par rapport aux autres présidents français en qualifiant le colonialisme de crime, etc., de barbarie, que c'était abominable. Au niveau de l'action, par exemple, rien n'a changé. Il est exactement à la même distance que les autres présidents. Et cette fois-ci, lors de sa visite, lui aussi, comme les autres présidents français, il a invité les Algériens à pratiquer l'amnésie volontaire. Un jeune étudiant qui l'interpellait justement sur la question de la repentance, il lui a dit « Écoute, t'es jeune, cette question-là ne devrait pas t'intéresser. Allez, regarde un peu devant toi, c'est l'avenir qui compte. » Et cette manière de présenter les choses, elle est un peu spécifique seulement et strictement au cas algérien. Emmanuel Macron, bien évidemment, quand il s'agit des autres communautés ou des autres pays ou des autres peuples, la chose, elle change. Durant la campagne électorale, il a tellement parlé de la Shoah qu'il a été interpellé par un intellectuel juif qui lui a dit que la Shoah ne peut pas être un thème électoral. Lors du deuxième tour, et cette période où il y avait une petite pause, Macron n'a pas raté l'occasion de se présenter justement à une manifestation pour commémorer le génocide arménien. Donc comme vous le voyez, cet intérêt qui est donné pour le passé, pour la mémoire des autres peuples, mais pour nous, c'est toujours tournant la page, oubliant ça, etc. Et cette semaine aussi, nous avons eu, avec énormément de plaisir, nous avons lu l'article de M. Ahmed Ben Saada, et qui a interpellé le président de la République française en lui disant « Vous parlez de quelle page doit-on tourner au juste ?» Ça tombe bien, ce soir, il est notre invité, M. Ahmed Ben Saada. Bonsoir. Bonsoir Salim. Merci d'avoir accepté notre invitation. On profite donc de votre passage ici à Montréal. Je rappelle que vous êtes maintenant enseignant, vous enseignez la physique à l'université de Rouen en Algérie. Exactement, depuis presque une année déjà. Très bien. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui est très connu ici au Canada puisque vous avez passé énormément de temps ici. Oui, voilà, j'ai passé 28 ans au Canada et puis ma famille vit encore au Canada. Très bien. Ahmed, on revient donc sur cet article-là qui a suscité énormément de réactions, dans lequel vous avez interpellé le président français sur cette question de la mémoire et surtout sur cette question un peu de tourner la page, de l'oubli, de manière un peu expéditive. C'est ça ce qu'on nous demande. C'est, allez, on passe à autre chose, oublier, et c'est rien passé. Et je dois dire que votre article, il a été un peu au vitriol. On sentait que ça venait vraiment de l'intérieur, des entrailles. Ce n'est pas un article qui a été écrit comme ça sur le bout d'une table. Vous l'avez écrit avec vos tripes. Là. Exactement. À chaque fois qu'il s'agit de la mémoire de notre peuple, de l'histoire de l'Algérie, bien que personnellement je n'ai pas vécu la guerre de l'Algérie, je suis né pendant la guerre de l'Algérie, mais j'étais très jeune à l'indépendance, je trouve que les présidents français agissent avec énormément de légèreté quand il s'agit de notre mémoire. Et donc, il fallait à un certain moment leur dire, les interpeller pour leur dire, mais en fait, vous avez commis des exactions, vous avez colonisé un pays. D'un côté, Macron est venu
il y a une dizaine de mois, nous dire que la colonisation est un crime contre l'humanité. Maintenant, il vient, il nous dit on tourne la page. Ben, je lui dis mais laquelle page vous voulez qu'on tourne? Il y a tellement de pages. Les atrocités de la France en Algérie remplissent des encyclopédies. Donc je lui ai demandé mais quelle page vous voulez qu'on tourne? Et c'est l'utilisation politique de la mémoire, donc de la mémoire de la colonisation algérienne que je suis en train de dénoncer au niveau français parce que ça sert la politique intérieure française. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la réaction de Macron, elle n'est pas réellement nouvelle, elle n'est pas originale, puisque Sarkozy il avait dit pratiquement la même chose, en disant on ne peut pas demander pardon à des générations qui vivent aujourd'hui en France, parce qu'elles n'ont aucun lien avec les crimes supposés, comme il disait, qui ont été commis en Algérie. Alors que, en réalité, quand on parle d'excuses, de repentance, etc., on ne parle pas du peuple français, on parle de la France officielle. Exactement, on parle de la nation, c'est la nation. C'est-à-dire que le président ou le Premier ministre d'une nation ou d'un pays demande au nom de la nation. Ça n'a rien à voir avec les personnes. Il y a des exactions qui ont été commises par nos ancêtres, on doit reconnaître les faits. Si les faits sont mauvais, on doit les reconnaître. S'ils sont bons, on doit les reconnaître. Mais pas toujours blanchir notre mémoire. La colonisation est un crime. Il faut que la France le reconnaisse. Et ce qui est comme vous disiez tout à l'heure, en fait, Chirac est venu, il a promis beaucoup de choses, il n'a rien fait. Chirac était le premier président qui a visité l'Algérie indépendante. Ensuite, il y a eu Sarkozy qui a essayé de flirter un peu en disant que le colonialisme c'est pas bon, comme si c'était quelque chose de nouveau. Oui. Pour l'histoire, le premier qui a visité l'Algérie indépendante, c'est Giscard d'Estaing. C'est d'Estaing C'est Giscard d'Estaing à l'époque de Bombardier. Ah d'accord. Okay. Mais disons que le premier président français qui a soulevé cette question, oui, ça, et même il est allé beaucoup plus loin. Chirac a signé 3 lois mémorielles. Donc, une loi pour la reconnaissance du génocide arménien, une loi contre l'esclavage et une loi reconnaissant le bienfait des harkis. Donc, et il n'est pas allé jusqu'à reconnaître en fait les crimes de Et c'est ça qui est dérangeant. Et en fait, lorsqu'il a reconnu le génocide arménien, la Turquie l'a interpellé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Tout pays se grandit en reconnaissant ses drames et ses erreurs ». C'est-à-dire qu'il dit cette phrase pour le génocide arménien, pour que la Turquie reconnaisse le génocide, mais il ne reconnaît pas. Donc il ne va pas jusqu'à dire que la France doit se grandir en reconnaissant les crimes qu'elle a commis en Algérie. Mais c'est ça, et ça, je crois que vous le soulevez même un peu dans votre article. Et non seulement les présidents français, mais il y a des intellectuels français aussi qui s'érigent en donneurs de leçons, mais qui ne le font pas par rapport à la France, parce qu'ils sont justement en train d'aider ces politiques-là à continuer cette politique de refus, à chaque fois ils nous demandent justement d'oublier, de ne pas trop compter sur cette repentance qu'on voudrait du côté français, etc. Est-ce que, bon, je ne parle plus de ces intellectuels français, est-ce que nos intellectuels, nos élites, et je parle des élites algériennes, des élites qui ont été même dans les écoles françaises et dans les universités françaises et qui ont appris à une certaine époque, Khatib Yassine disait, moi je m'exprime en français pour mieux répondre aux Français et pour mieux comprendre les Français. Exactement. Donc il se mettait déjà dans une relation un peu conflictuelle avec les Français. Il y a des intellectuels aujourd'hui qui sont en train de justifier des facettes du colonialisme, qui sont en train de l'encenser. Exactement, je l'ai relevé en fait dans mon livre sur Kamel Daoud, Colonne contre enquête, où j'ai montré que certains intellectuels en fait regrettaient le colon. En fait. Ça va très loin. C'est-à-dire qu'il y a une position de néocolonisé qui est flagrante chez certains de nos intellectuels.
Je cite par exemple Boualem Sansal qui a dit que ces gens-là, c'est-à-dire les colons, ont aimé l'Algérie mieux que nous. Ou alors Kamel Daoud qui a dit ben, si on n'est pas capable de gérer ce pays, je cite à peu près, je ne connais pas les citations par cœur. La terre appartient à qui la respecte, quelque chose comme ça. Donc, vous comprenez, donc on va très loin. C'est-à-dire que quand ça vient d'un Algérien, ça a encore beaucoup plus de poids. Et ça me fait rappeler le bras d'honneur de l'ancien ministre de la Défense française, Gérard Longuet, qui a fait un bras d'honneur lorsqu'on lui a dit l'Algérie réclame une repentance. Un vrai bras d'honneur qu'il a fait à la télévision. C'est vrai qu'il l'a fait à la fin d'une émission, mais ça a fait beaucoup de bruit. Donc cet aspect-là cette attitude de la France est aussi prônée par certains intellectuels bien de chez nous. D'ailleurs, ce qui est étonnant, et je l'ai cité dans mon article, c'est que Macron, quand il est venu en Algérie, il a organisé un dîner donc à l'ambassade de France et il a invité certains écrivains. Alors ces écrivains, c'était Kamel Daoud, c'était Boualem Sansal et Maïssa Bey. Et Adlan Meddi. Et si on regarde ces personnes-là, à part Maïssa Bey que je vais mettre un petit peu de côté, mais Kamel Daoud, on en a parlé. Boualem Sansal vit en France. Alors je ne comprends pas que Macron vienne en Algérie et qu'il ramène avec lui Boualem Sansal pour déjeuner, et après il lui dit de revenir. Kamel Daoud passe beaucoup de temps, même s'il vit en Algérie, il passe beaucoup de temps en Algérie, il aurait pu les rencontrer en France. Donc il y a cette volonté finalement de montrer que en fait la France prend soin de ses amis et elle a des amis qui aident cette politique de néocolonisation ou de non-repentance ou de non-reconnaissance des crimes avec des intellectuels algériens, et au vu et au su de tout le monde. Et d'ailleurs, pour un président étranger, quand il va dans un autre pays, et s'il veut réellement avoir le pouls de la population, etc., il faudrait qu'il rencontre tous les intellectuels sans exception, sans exclusion, avec toutes les tendances. Et là, on voit que les gens étaient vraiment sélectionnés sur des critères qui répondent Exactement, c'est des critères qui répondent justement à cette idée-là. Et en plus, ce que j'ai soulevé, Adlan Meddi, Adlan Meddi, Maïssa Bey et Kamel Daoud, leur éditeur, c'est Belzach. Et donc, c'est bizarre qu'il n'y a que cette maison d'édition qui soit invitée. Il paraît qu'elle est très proche de l'ambassade de France. Mais c'est bizarre. Et pourquoi n'a-t-il pas invité, par exemple, Boujdra, qui est probablement le plus grand écrivain algérien de notre temps? Et c'est étonnant quand même. Même si Boujdra a écrit un brûlot récemment contre ces mêmes personnes, pour les mêmes raisons que je cite d'ailleurs. Mais en tant que président, il aurait dû les rencontrer, il aurait dû discuter avec lui, voir un peu son opinion. Et là, c'est ça, quand on parle de ces questions de mémoire avec l'Algérie, etc., il y a aussi des gens chez nous qui disent, qui ne sont pas forcément des amis de la France, qui disent que cette question de la mémoire, cette question de la repentance, ça devient un peu un registre de commerce. Il faudrait qu'on oublie, il faudrait qu'on s'occupe un peu du développement du pays, il faudrait qu'on passe à autre chose. Selon vous, en quoi cette question de la mémoire et de la repentance reste centrale, justement, dans la vie des Algériens? Alors, moi, je vais être clair. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la repentance. C'est-à-dire, nous avons été vainqueurs de la Révolution. Nous avons gagné notre indépendance par les armes. Nous n'avons pas à demander la repentance de quelqu'un qu'on a gagné. Par contre, la France doit reconnaître que des crimes ont été commis en Algérie.
Et c'est ça, et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que la France, en tant que nation, la patrie des droits de l'homme, etc., doit reconnaître que la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est cet aspect qui est important. Je vous rappelle qu'en 2005, il y a eu une loi qui a été votée donnant un petit peu de l'espace aux Harkis et aux anciens, aux pieds noirs. Et il y avait, l'article 4, alinéa 2, il y avait le rôle positif du colonialisme, donc, qui devait être enseigné dans les écoles. Vous comprenez, ça va très loin. C'est-à-dire que non seulement le colonialisme est revendiqué, mais il doit être enseigné comme étant positif. S'ils veulent voir le côté positif du colonialisme, il y a juste à parler à nos parents, à nos grands-parents, et ils vont voir que le colonialisme a été un crime depuis 1830 jusqu'en 1962. Et d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, c'est que pour les pieds noirs et pour les Harkis, on leur dit, c'est votre droit de ne pas oublier, c'est votre droit de continuer à rêver, de retourner en Algérie et de reprendre votre place, etc. Vos racines sont là, votre mémoire est là, c'est votre droit de ne pas oublier. Mais on demande aux Algériens d'oublier. D'oublier, exactement. L'Algérie, ce que les gens ne comprennent pas, les gens, des éminentes figures du 19e siècle disaient que nous allons civiliser ce peuple. Je regrette, l'Algérie n'était pas une tribu perdue au fin fond de l'Amazonie. Il y avait un pays, il y avait des cultures. D'ailleurs, il y a des textes formidables de militaires qui ont écrit quand ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils racontaient ce qu'ils voyaient et comment l'armée française tuer des gens, couper les têtes, enfumer des gens dans des grottes, etc. Donc le côté civilisationnel, il était absolument absent. Il y a encore plus important que ça, les Algériens n'ont pas appris à lire et à écrire avec la France, ils n'ont pas appris, certains justement de ces généraux-là, quand ils ont commencé à parler, on a compris que le niveau d'instruction, par exemple, des Algériens était supérieur à celui des soldats qui venaient en Algérie. Exactement, il y a des reportages qui ont été faits là-dessus. J'invite les gens à aller sur Internet, vous allez trouver beaucoup de documents. Juste pour vous dire, par exemple, moi je prends mon cas que je cite tout le temps. Aucun de ma famille n'a étudié. Aucun. Mes parents vivaient dans la campagne, ils vivaient misérablement. Mes grands-parents ont vécu dans la campagne, misérablement à côté de la ville de Tlemcen. Ils ne sont jamais allés à l'école. Et moi, grâce à l'indépendance, parce que j'ai eu la chance de naître à la fin, donc j'ai été en fait scolarisable à l'indépendance. Le premier Ben Saada depuis, disons, la colonisation, j'ai un doctorat. Donc vous comprenez le chemin parcouru. Il n'y a pas photo, comme disent les Français. Vous passez d'un système colonial extrêmement répressif sur le côté économique, côté culturel, scientifique, etc. On peut dire ce qu'on peut dire sur l'Algérie. On peut critiquer, bien sûr, on critique tous les pays, même l'Algérie est critiquable, mais c'est grâce à l'Algérie que maintenant je suis en train de vous parler, et d'écrire des articles, et de critiquer. Monsieur Ahmed Ben Saada, on va parler aussi il y a eu un petit débat sur la question des crânes, le retour des crânes des anciens combattants algériens qui sont aujourd'hui au Musée de l'Homme en France. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cette question-là, des crânes, parce que il y a beaucoup de jeunes Algériens aujourd'hui qui n'ont pas été initiés à cette question-là, qui ne connaissent pas réellement de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit au juste ? Alors, les crânes qui ont été retrouvés dans le Musée de l'Homme sont des crânes de combattants, de valeureux combattants, datant de la période de la conquête de l'Algérie.
Disons, par exemple, pour le Cheikh Bouziane, c'était un grand combattant, chef combattant de la région de Zaatcha. Le village a été assiégé en 1849. Il a été assiégé. Tous les habitants ont été tués. Ils l'ont pris vivant. Lui et son fils et une autre personne qui était un genre de marabout dans le village. Ils l'ont emmené vivant, ils l'ont fusillé, ils ont coupé la tête de ces trois personnes-là et ils les ont exposés sur une baïonnette dans le marché de Biskra. C'est ces crânes-là que vous retrouvez au musée de l'Homme. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a ni respect des règlements ou des lois des guerres, il n'y a même pas le respect de la personne. Que fait un crâne dans un musée? Que fait un crâne humain dans un musée? Pourquoi le transporter de Biskra? Exactement. Pourquoi il y a pas que apparemment il y a 37 crânes appartenant à des anciens combattants algériens donc de cette période-là du 19e siècle. Il y a par exemple le lieutenant de l'émir Abdelkader, il y a le lieutenant de Bobarla par exemple. Et il y a des exactement. Donc il y en a beaucoup. Mais que font des crânes dans un musée? Et pourquoi des voix doivent s'élever pour avoir ces crânes-là? Et on doit supplier pour avoir des crânes qu'on devrait enterrer dans les cimetières de nos martyrs. Ce sont des martyrs de notre révolution. Ce sont des gens qui ont combattu. Je vais vous lire un petit texte sur cette bataille des Zaatcha. Le journaliste Louis de Baudicourt raconta en 1853 avoir vu les Zouaves se précipiter avec fureur sur les malheureuses créatures qui n'avaient pas pu fuir, puis s'acharner. Ici un soldat amputé en plaisantant le sein d'une pauvre femme qui demandait comme une grâce d'être achevée et expirait quelques instants après dans les souffrances. Là, un autre soldat prenait par les jambes un petit enfant et lui brisait la cervelle contre une muraille. Ailleurs, c'était d'autres scènes qu'un être dégradé peut seul comprendre et qu'une bouche honnête ne peut raconter. Des procédés aussi barbares n'étaient pas nécessaires et il était très fâcheux que nos officiers ne soient pas plus maîtres en expédition de leur troupe d'élite qu'un chasseur ne l'est d'une meute de chiens courant quand elle arrive avant lui sur la proie. D'après les estimations les plus basses, il y eut ce jour-là 800 Algériens massacrés. Tous les habitants? Non. Le général Herbillon se crut obligé de fournir cette précision. Un aveugle et quelques femmes furent les seuls épargnés. Le pire, c'est que la presse française d'alors reprit ce rapport cynique. Est-ce ça la civilisation? Est-ce ça l'apport positif de la colonisation? Franchement, c'est incroyable ce que vous venez de lire. Personnellement, c'est venu me chercher. C'est très. Quand on parle de barbarie, quand on parle de crime contre l'humanité, c'est cette image de ce soldat qui fracasse le crâne d'un enfant. Et qui enlève le sein d'une femme. Et ce n'est pas des Algériens qui ont écrit ça. C'est un journaliste, Louis de Baudicourt. C'est un journaliste qui a raconté ça dans un journal. Alors vous voyez, quand on nous parle que Chirac signe une loi, c'est vrai que la loi a été abrogée une année. Il y a eu tellement de tollés que la loi a été abrogée en 2006. Mais comment penser que la colonisation, que le colonialisme est un bienfait? Ça, je n'en reviens pas qu'en 2017, on continue à prôner de tels... Ce qui est étrange avec la France, c'est que en 2005, quand ils ont voté cette loi-là, du rôle positif du colonialisme, les 2/3 des Français, dans un sondage, 2/3 des Français étaient d'accord avec la proposition. 2/3 des Français étaient d'accord. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi? Parce qu'il y a
une désinformation totale au niveau du peuple français. Le peuple français ne sait pas ce qu'ont fait on leur parle des routes, des magasins, des bâtiments, des chemins de fer, etc. Mais ils ne savent pas que ces chemins de fer et ces maisons ont été construits pour les Français et non pas pour les Algériens. Et ce que je veux comprendre maintenant, M. Ahmed Bessadeb, nous avons la France. Voici un pays où il y a plein d'intellectuels, comme vous l'avez dit. C'est le pays quand même des droits de l'homme, le pays de lumière, tous les débats de tout genre, etc. Et on accepte, on parle de pluralisme, d'ouverture sur le monde, d'essayer de comprendre. On comprend les animaux, on comprend les insectes, on comprend pratiquement tout. Pourquoi sur cette question-là, la France reste aussi réactionnaire, aussi arriérée, aussi archaïque, et aussi figé sur ses positions, comme si l'avenir de ce pays-là dépendait de cette question. En fait, il y a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord les raisons politiques intérieures. Les gens sont encore vivants. Les pieds noirs sont là, et les harkis sont là, etc. Donc, c'est pas encore, les gens n'ont pas disparu. Du côté de l'Algérie, c'est la même chose. Les combattants sont là, les gens du MFLN sont encore là. Il y a cet aspect-là de politique intérieure dans les deux pays. Mais il y a aussi un aspect de supériorité d'une nation par rapport à une autre. Nous sommes encore dans cette vision colonialiste quand un président, que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit Macron, descendent en ville pour parler comme ça, parader dans les rues, que ce soit à Tlemcen ou Alger ou Constantine ou Oran pour Chirac, parader dans les rues comme ça, marcher et se faire scander le nom, etc. Par la population, il y a une image du colon. Pourquoi? Parce qu'aucun de nos présidents n'est allé en France et n'a été acclamé par la foule. Et la réciprocité devrait être vraie là-dessus. Si tu ne m'accueilles pas chez toi, en tant qu'ami, avec bienveillance, je ne t'accueille pas chez moi. Je vous rappelle que Macron a passé quelques heures en Algérie, une douzaine d'heures apparemment, un peu moins. Il est parti au Qatar. Quand il est parti au Qatar, il n'a pas déambulé dans les rues, il est allé signer des contrats dans des bureaux. Est-ce qu'il a marché dans les rues? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune relation avec ce peuple. Il n'y a pas de relation de colon et de colonisé, de colonisateur et colonisé. Il est parti au Burkina Faso, il a parlé aux gens, il s'est moqué du président du Burkina Faso, etc. Mais en même temps, mais parce qu'il y a cette relation, il y a toujours, ça reste cette... En même temps, tous les présidents français qui sont venus en Algérie, la foule qui les acclame et qui réclame des visas et donc ce sont ces citoyens algériens qui continuent aussi à réclamer ces liens étroits avec la France. On a entendu cette fois-ci un citoyen dire au président français le peuple français et le peuple algérien c'est la même chose. Ce sont des choses qui se passent dans nos rues et qui viennent de notre part aussi, qui viennent renforcer exactement. Ça, je l'ai expliqué. En fait, cette phrase-là, la phrase de l'Algérie, c'est la France. Le premier à l'avoir énoncé, c'est Mitterrand. Il était ministre de l'Intérieur pendant la guerre de l'Algérie. Elle a été reprise par Saint-Sal il n'y a pas longtemps. Boulam Saint-Sal qui l'a dit, oh, l'Algérie c'est la France c'est l'Algérie. Puis le monsieur, il a répété. Mais ce que j'ai expliqué dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Colon contre enquête, c'est que, en fait, nous laissons véhiculer dans notre peuple que c'était bien quand il y avait la France. C'était bien quand il y avait la France. C'était bien. Cette histoire on était meilleur que la France. On n'a pas encore œuvré pour faire comprendre à nos jeunes qui ont des problèmes, certes, ils ont des problèmes, qui vivent mieux maintenant que nos parents ou nos grands-parents vivaient sous la colonisation. Il n'y a aucune comparaison, aucune comparaison. Il y a des problèmes en Algérie comme il y a des problèmes dans tous les pays du tiers-monde. Et même dans les pays développés, il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. La colonisation, ce n'est pas la solution et la France ne sera jamais la solution. Parce que le contentieux n'a pas encore été épongé.
Le contentieux entre la France et l'Algérie n'a pas été épongé, et nous n'avons pas fait l'effort nécessaire pour éduquer notre peuple à comprendre que c'est pas en disant donnez-nous des visas à un président qui va lui donner. Je veux dire, c'est quoi? Tu dis donne-moi des visas à un président, il va te le donner. Et c'est un peu, c'est quelque chose qui relève de l'anecdote. On sait d'avance que le président ne va pas donner ce visa, mais on est en train d'exprimer un besoin. Et c'est comme ça que le président, c'est comme ça que les autorités de ce pays-là vont comprendre un peu quels sont les besoins de ce pays-là. Parce qu'au moment où des intellectuels parlent de mémoire, de repentance, etc., et un président qui déambule dans les rues entend donner-nous des visas, il y a comme un hiatus entre les deux. Je comprends, mais de notre côté, il y a aussi des gens qui ont demandé de réclamer le devoir de mémoire aussi. Pourquoi on met l'emphase là-dessus et pas là-dessus? Il y a de tout dans une population, il y a de tout. Ce qu'on entend dans les rues, même dans notre entourage, il y a des gens qui nous disent on était mieux quand il y avait la France. Il y en a d'autres qui vont nous dire non, ben on est mieux actuellement. Oh, j'aimerais bien aller en France, j'aimerais bien avoir un visa. Il y a de tout dans une population. Mais finalement, M. Bessaada, cette question de la repentance, de la reconnaissance des crimes, etc., est-ce que ce n'est pas une question d'abord de courage politique? On l'a vu ici au Canada, par exemple, par rapport aux excuses qui ont été faites aux peuples autochtones ici, suite aux souffrances justement des jeunes, des enfants amérindiens dans les pensionnats, etc. On a même vu des Québécois ici réclamer du gouvernement canadien des excuses aussi pour la situation dans les années 70, quand il y a eu l'arrestation, quand il y a eu la présence de l'armée ici, un peu la loi spéciale et tout ça. Il y a eu énormément aussi de dérapages. Et donc, il y a ce courage politique qui est là, et on demande, et d'ailleurs, en parlant de courage politique, c'est une anecdote que j'adore tout le temps raconter, c'est que quand le père de Trudeau était Premier ministre, un chef amérindien avait dit moi, ce que je souhaite, c'est de voir un jour un de nous accéder au gouvernement. Et quand Justin Trudeau est devenu Premier ministre, la fille de ce chef indien-là est devenue la ministre de la Justice. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Des pays qui ont ce courage politique, justement, de dire les choses. Mais il n'y a pas que le Canada. Il y a aussi l'Australie qui a aussi, en 2008, qui a fait la même chose et qui a demandé des excuses aux aborigènes pour 2 siècles d'exactions. Donc, c'est vrai que, en fait, Chirac l'a dit, mais il ne l'a pas fait. C'est que une nation s'élève quand elle reconnaît ses torts. Et pourquoi doit-on reconnaître les torts? Pour ne pas les refaire. Pour ne pas avoir à les refaire un autre jour. Pour que la nation se rappelle que tel acte est mauvais et qui peut être négatif pour le pays. Et poser des problèmes. Parce que même en France, le débat est là. Il y a des Français qui sont contre la colonisation. Moi, j'ai des amis français qui sont anticolonialistes et qui se demandent comment ça se fait que la France n'a pas encore criminalisé le colonialisme ou reconnu ses torts et ses méfaits durant 132 ans de colonisation. Donc l'acte, et en plus c'est un acte chrétien. La repentance est un acte chrétien. Moi, je ne suis pas pour la repentance, je vous l'ai dit. Mais au moins reconnaître que la colonisation, c'est un crime. C'est très facile. La colonisation est un crime. On doit l'enseigner dans les écoles. Il n'y a pas d'effet positif de la colonisation. Il n'y en a aucun. Est-ce que le travail des élites algériennes, de nos intellectuels, est-ce que vous trouvez que ces élites-là sont en train un peu de mettre de la pression sur la France, ou bien le contraire, à l'exception de ceux que vous avez cités tout à l'heure et qui s'inscrivent dans une démarche ou un peu néocolonialiste, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que nos élites aujourd'hui sont capables de mettre de la pression sur la France pour l'amener justement à reconnaître ses crimes et à s'en excuser? Moi, je dirais que nos élites ne font pas les efforts. Il y a, je ne peux pas le nier, j'ai des amis qui pensent la même chose que moi et qui écrivent et qui dénoncent, etc. Mais je pense que
la masse critique susceptible de changer les choses n'est pas atteinte. Parce que chacun voit ses propres intérêts. On ne voit pas l'intérêt de la nation. Il y a même quelqu'un qui m'a dit « Oh, c'est bien, toi tu es au Canada, il ne savait pas que je vivais en Algérie. Il m'a dit « Toi tu es au Canada et tu critiques. » Non, ça n'a rien à voir avec le Canada. Même si j'habitais au pôle Nord, d'ailleurs même si ce n'était pas l'Algérie. C'est-à-dire c'est un pays colonisé, je vais le défendre. Parce que la colonisation, c'est mauvais. C'est aussi simple que ça. C'est ça, oui. Ça n'a rien à voir avec... c'est vrai qu'avec l'appartenance du pays... Qu'est-ce qui empêche ces élites-là, justement, à s'organiser? Pourquoi ce manque de conviction chez nos élites par rapport à cette question-là? Pourquoi? Mais ce n'est pas exclusif au colonialisme. Tous les sujets traités, nos élites, nos intellectuels ne se prononcent pas. Nous n'avons pas une intelligentsia qui fait changer les choses, soit à l'intérieur ou soit à l'extérieur. Mais cette démission, elle est grave dans le sens où il n'y a aucun pays qui a avancé sans ces élites. Exactement. Donc, moi, je l'ai constaté dans plusieurs dossiers. Quand on veut faire changer les choses, il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on parle de la même langue, il faut qu'on véhicule les mêmes idées, etc. Et on regarde. Il y a même des gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui m'ont critiqué par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai écrit et l'article. Pourtant, je trouve que l'article il était bien référencé. J'ai juste mis en exergue certains faits, en fait. Et donc, il y a de l'inertie dans le système, dans l'intelligence, il y a beaucoup d'inertie, puis il y a un manque d'engagement. Parce qu'avec un engagement, avec toute l'intelligentsia qu'on a en France, par exemple, tous les médecins, les ingénieurs, les professeurs, on devrait être capable de changer les choses. Pour autant qu'on le veuille, et pour autant qu'on place l'intérêt de notre pays avant nos propres intérêts. Et pour le moment, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire. Est-ce que la solution ne serait pas justement d'avoir une forme de structure ou d'institution qui prendrait en charge cette question-là, et elle n'aurait comme un haut secrétariat qui n'aurait comme mission que cette question-là, c'est-à-dire continuer à tout le temps à taper sur le même clou et à rappeler à la France ses crimes et surtout à la ramener vers ses excuses. Alors, moi, je ne pense pas que des structures étatiques puissent faire quelque chose, parce que... Pas forcément étatique. C'est ça. C'est-à-dire, quand vous me dites un secrétariat ou quelque chose, si vous regardez le dossier des crânes, par qui il a été mené? Par des intellectuels, des scientifiques algériens. L'État est intervenu a posteriori. Et encore, ce n'est pas encore réglé. Mais... les gens qui ont soulevé le lièvre, qui ont débusqué les crânes et qui ont demandé, qui ont mis des pétitions, ce sont des universitaires algériens qui vivent en France. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on veut faire quelque chose, on est capable. Mais, bien sûr, il faut être nombreux. Et il faut parler de la même voix. Il faut dire les mêmes choses. Ce qui serait intéressant, c'est que des universitaires, des intellectuels fassent des associations. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus crédible, parce qu'il n'y a pas l'interférence politique dont j'avais parlé tout à l'heure. Il y a des interférences politiques des deux côtés. Et des intellectuels, des universitaires pourraient jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux. Parce que les intellectuels des deux côtés se comprennent. Et quand je vous ai parlé du sondage tout à l'heure de la France, si on regarde la proportion des gens intellectuels, elle est très faible, ceux qui étaient pour dire que la colonisation a un rôle positif. Donc vous comprenez que c'est les intellectuels des deux bords de la rive, des deux bords de la Méditerranée se comprennent. Est-ce que au niveau de l'enseignement de l'histoire, par rapport à cette période-là, par rapport à l'époque, justement, de la présence française en Algérie, dans l'histoire que nous enseignons à nos enfants, à nos jeunes, on le fait tout le temps sous une perspective où on ne parle que de l'héroïsme de Moudjahidine, ce qui est bien, etc. Mais on passe sous silence ces aspects-là, justement,
des crimes de la France en Algérie. C'est pas très bien illustré, c'est pas bien présenté, on ne l'amplifie pas, on en parle, mais de manière un peu furtivement, légèrement. Est-ce que ça ne serait pas justement utile, nécessaire et judicieux de revenir vers une meilleure lecture de l'histoire en la présentant justement sous ce côté barbare, c'est les affres du colonialisme. Il faut que les gens les voient et les comprennent. Exactement. Nous n'enseignons pas l'histoire de notre pays correctement. Nous n'enseignons pas d'ailleurs l'histoire de notre pays, même pas de la Révolution, même bien avant. Si on parle des anciennes civilisations qui ont vécu en Algérie, etc., on n'en parle pas. L'histoire, sans histoire, on ne peut pas avoir d'avenir. Il faut connaître d'où on vient pour savoir où on va. Et donc, l'enseignement de l'histoire, surtout cette période-là, est très importante. Pourquoi ? Parce que c'était l'asservissement d'un peuple complet par une puissance coloniale. C'est un fait de l'histoire très grave. Ça doit être enseigné. Et les exactions commises au nom du colonialisme, au nom de l'effort civilisationnel, doivent être connues par nos jeunes. Moi-même, ce que je vous lis actuellement, je ne l'ai jamais appris à l'école. C'est mes lectures personnelles. Je ne suis pas historien, je suis physicien. Mais disons que je m'intéresse à l'histoire de mon pays et tout ce qui touche à mon pays me touche. Et je ne le dis pas pour défendre l'Algérie, je suis un défenseur de l'Algérie, je défends la mémoire de l'Algérie. Et je dis qu'il y a énormément de... Je suis le premier à dénoncer des problèmes quand il y en a en Algérie. Combien de pétitions j'ai fait, Je dénonce des faits. Dans le cas de la colonisation, nous devons tous être d'accord. Ce dossier-là, tous les Algériens doivent être d'accord. Nous ne tolérons pas une voix dissonante. Et on ne peut pas comparer, on ne peut pas dire... Je lisais un article de Louari Addi daté de 2005-2006. Il disait, mais pourquoi on doit demander la repentance ? De toute façon, on a besoin de la France. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La France aussi a besoin de nous comme marché. Qui est en train de faire tourner ces hôpitaux actuellement ? Et pourquoi on aurait besoin de la France ? Exactement. Je veux dire, pourquoi ? Mais non, mais ce sont deux propositions qui ne se tiennent pas. Oui. Ça, c'est un devoir de mémoire. Le besoin, je veux dire, c'est mercantile. C'est vrai que, je veux dire, on ne peut pas marchander là-dessus. En tant qu'intellectuel, pas en tant que politicien. C'est pour ça que tout à l'heure je disais les politiciens. Mais monsieur Saada, bon, ce genre de réaction, moi je le qualifie, vous permettez l'expression, de prostitution intellectuelle, où on essaye de... Exactement, de faire du troc par rapport à... Et de protéger aussi nos postes à l'étranger, voilà, etc. Donc, un peu pour terminer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, pour rester avec ces élites, vous avez dit quand même une démission n'est pas très mobilisé par rapport à cette question-là. Est-ce que les diasporas qui sont à l'étranger et qui ont développé aujourd'hui un lien un peu, je dirais, plus émotif avec le pays, avec le souvenir qu'ils ont de ce pays-là, etc. Est-ce que ces diasporas-là, qui sont un peu dispersés un peu partout dans le monde, est-ce que l'espoir ne viendrait peut-être pas de ces gens-là, ces intellectuels-là, ces experts, ces ingénieurs qui sont un peu partout? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement travailler avec ces gens-là pour essayer d'arriver à quelque chose? Peut-être ce sont ces gens-là qui vont... Probablement, oui. Ce sont des Algériens, ils ont un devoir de mémoire. Et puis, comme je le disais, la plupart des gens me reprochent de parler de ces problèmes-là parce que... Et puis, je vis au Canada. Je dis, en fait, l'amour du pays est proportionnel à la distance, en fait. Quand on est étranger, le pays, on l'aime à fleur de peau. Oui. Et donc, c'est vrai qu'on peut utiliser cet amour ou cette passion pour le pays pour justement faire ce genre de choses. Mais ça ne remplacera pas l'effort local, l'effort des gens qui sont sur place et qui vivent les problèmes de tous les jours. Et qui opposent, en fait c'est drôle, mais ils opposent les problèmes qu'ils ont actuellement avec des problèmes qui sont du ressort de l'histoire. Et c'est là où le bas blesse. On peut s'occuper des deux. Et différemment. Et les solutions
ne viennent pas de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as été colonisé que, je veux dire, le problème, c'est que la colonisation n'est pas on ne peut pas revenir à la colonisation pour être bien. C'est ça. C'est ridicule, je veux dire. Absolument, absolument. Alors, voilà, donc malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour ce soir. Je tiens absolument à remercier notre invité, M. Ahmed Ben Saïda. Il nous a fait revivre quand même, pour moi personnellement, des émotions très très fortes. Et je dois souligner et dire encore que pour moi, la question du colonialisme, ça reste profondément émotionnel. Ça me touche énormément et je crois savoir aussi que ça touche énormément de gens aussi en Algérie et ailleurs qui s'intéressent à ces questions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que les gens se rappelleront de nos martyrs, des gens qui sont morts pour que nous puissions avoir notre indépendance, que nous puissions pouvoir parler la langue du colon et notre langue, et aussi avoir fait des études. C'est très important. Nous sommes passés de l'obscurité à la lumière. Sur ces deux mots-là, donc le passage de l'obscurité à la lumière, je vous laisse dans un monde lumineux, dans la lumière, et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, comme on le dit toujours, gardez le sourire. Bonsoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouyeb sur Radio Québec+.